Bonsoir famille, actualité du jour, j'espère que vous allez bien. Il y a une information qui circule depuis quelques heures, comme quoi le Togo refuse d'extrader Damiba au Burkina Faso. Avant tout propos, je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin avec moi pour comprendre réellement est-ce vraiment le Togo a refusé d'extrader Damiba de Lomé vers Ouagadougou ou alors c'est une fake news. À vous de découvrir dans cette vidéo. Suivez du début jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et c'est parti. Vous me posez la question. Je vous comprends, vous. Nous allons observer l'attitude du Togo. Mais ce n'est pas la première fois que l'Afrique vit ça. Nous avons plusieurs fois questionné l'attitude d'un pays comme le Togo, le comportement d'un pays comme le Togo, surtout que le Togo est choisi souvent par l'Organisation de l'Unité africaine pour accompagner et mener des médiations au sein des crises. Et quand il y a eu la crise Mali-Côte d'Ivoire, le Togo y a joué un rôle. Quand il y a eu dans la crise RDC M23 Rwanda, c'est le Togo qui est le pays qui doit mener la médiation. Une crise extrêmement compliquée. Et à l'époque, j'avais posé la problématique que, mais sur la base de quoi on en fait du Togo un médiateur? Il y a la médiation américaine, il y a le Qatar. Ben on retrouve le Togo. Quand vous regardez donc, cette médiation togolaise n'a pas été un problème pour le Qatar et n'a pas été un problème pour les États-Unis. Donc, les trois s'y retrouvaient. Ça veut dire donc que le regard que les États-Unis, la politique impérialiste des États-Unis et même une forme de recel du Qatar sur les biens en quelque sorte de RDC ne gênait pas le Togo parce que le Togo aurait déjà dénoncé cette politique-là avant de s'installer comme médiateur et dire, cher Qatar, moi je suis le médiateur de cette crise, mais vous dealez avec le Rwanda. Vous, le Qatar, vous dealez avec le Rwanda. Et le Rwanda, c'est un pays agresseur. Quand il y a eu l'accord de paix signé aux États-Unis, nous avons, moi ici je l'ai expliqué que c'était tout sauf un accord de paix. Oui, avec Jonathan. On a eu des problèmes, ça, au président. Je dis, c'est tout sauf un accord de paix. Enfin, quel est cet accord de paix qui accompagne la guerre? Le M23 entre à Kalemi ce dimanche. Ils disent qu'ils entrent à Kalemi ce dimanche. Une fois qu'ils entrent à Kalemi, c'est le dernier verrou avant de se lancer dans le Katanga. S'ils ont le Kivu du Nord, Kivu du Sud, le Katanga, ils ont 85% des ressources minières. Où est l'intérêt de négocier encore avec M. Tshisekedi? Mais le Togo ne crie pas à haute voix et explique pas que, mais quelles sont ses avancées sur le terrain? Le Togo ne le dit pas. J'aime le Togo. Les Togolais. Il paraît même que le couscous togolais, c'est très bon. Mais les dirigeants togolais, je m'en méfie. Et beaucoup souvent, de Togolais m'écrivent et disent que mais Jonathan a un problème avec le Togo, il n'aime pas le Togo. Je leur explique que Jonathan, c'est jeune frère avec qui je discute beaucoup, il aime bien le Togo. Mais il questionne l'attitude des dirigeants togolais. Deuxième des choses, notre continent, et c'est là où il faut s'adresser aux Africains, notre continent a souvent fait face à deux problèmes. Je peux même dire à deux problèmes. La lutte contre l'impérialisme occidental et la gestion de ses traîtres intérieurs. Nous sommes le seul continent au monde à devoir affronter ça à chaque fois. La gestion, c'est-à-dire que la lutte contre l'impérialisme occidental, pendant que vous luttez contre l'impérialisme occidental, mais vous avez les couteaux derrière des traîtres intérieurs africains. C'est compliqué. Mais moi, je veux poser une question qui va embarrasser. Laquelle? Damiba a géré la médiation. Hein. Damiba a géré une médiation au Burkina Faso avant qu'on le chasse au pouvoir. Quand Kaboré part, le premier ministre Kaboré, Monsieur Damiba est porté à la tête du pays avant d'être chassé. Forces armées burkinabées, qui avait aidé à porter Damiba à la tête du pays? Avant que le capitaine Traoré et les éléments d'élite du pays décident, eux, que cette histoire-là s'arrête, chasser Damiba. Question, quelles sont les forces sécuritaires qui avaient pesé dans la discussion pour que M. Damiba soit porté à la tête?
capitaine Traoré à cette époque, quelle avait été sa position? Qui avait demandé le portrait d'Amiba? La question là ne vous intéresse. Moi, elle m'intéresse. Parce que si vous ne répondez pas à ça de façon franche, Damiba a encore des cellules dormantes au sein de l'appareil sécuritaire du Burkina Faso. Restez là. Vous croyez en un homme Burkina Faso d'homme intègre? Non! Tous les hommes du Burkina Faso ne sont pas intègres. Et cette histoire nous le rappelle qu'un monsieur Damiba qui a asile politique, quand vous avez de l'asile politique, c'est ça qu'explique Charlie. Première des choses, c'est la réserve, le droit de réserve sur le plan politique. Première des choses, vous savez ce qui va se passer avec M. Maloum? Quand M. Maloum perd le pouvoir au Tchad, M. Maloum décide de se retirer de la vie politique du Tchad. M. Maloum décide de prendre sa retraite dans la ville de Maroua. M. Maloum est un grand ami du président Ahidjo. Nous sommes en 1978-79. Grand ami. Il décide, il part. Les accords de Kano ne peuvent pas être appliqués. Il dit effectivement, comme les accords de Kano ne peuvent pas être appliqués, moi, je ne peux pas ramener la paix au Tchad. Moi, j'avais été porté au pouvoir par le Haut Conseil militaire quand on a fait tomber en quelque sorte Tombalbaye. À partir du moment où je ne peux pas ramener la paix au Tchad, les accords de Kano sont inapplicables. Moi, je pars. Monsieur Maloum se lave les mains et il vient s'installer à Maroua. Vous savez quelle est la réaction du président Ahidjo? Le président Ahidjo convoque son ministre d'État, secrétaire général de la présidence de l'époque, M. Sabio Lebois. Il lui dit, monsieur le secrétaire général, je suis très embêté de ce que je vais vous dire. Je souhaiterais que vous fassiez comprendre à M. Maloum qu'il faut qu'il se trouve une autre terre d'exil. Parce que le fait de l'héberger chez nous, il a décidé de se désengager de la vie politique de son pays. Quelle que soit l'attitude qu'il aura, les postures qu'il aura, effectivement, il sera de fait considéré comme un belligérant dans la crise tchadienne. Pourquoi je fais ce parallèle? Ça veut tout simplement dire qu'à partir du moment où M. Damiba est au Togo, le Togo de fait, est un pays belligérant dans tout ce qui se passe au sein de l'AES, pire même encore au Burkina Faso, en bien entre guillemets, comme en mal, surtout en mal, parce qu'un acteur engagé dans cette histoire de coup d'État cite M. Damiba. Tout à fait. La question est de savoir, comme l'a dit Jonathan, quelle est donc la position officielle de l'État du Togo? Monsieur Doucet, le panafricaniste, quelle est donc la position officielle? Moi, je vous ai dit, chers panafricanistes, que votre famille là, que vous appelez famille panafricaniste, ça vous engage. Si vous vous aimez, ça vous engage. Si vous avez confiance les uns aux autres, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Puisque M. Damiba, lui, on se rend compte par là que M. Damiba veut revenir au pouvoir. Qui porte M. Damiba à revenir au pouvoir? Et c'est pour ça que moi, ça m'intéresse, M. Tatinda. Quelles sont les forces militaires? Quelles sont les forces sécuritaires? Quels sont les corps de l'armée qui avaient pu porter M. Damiba à partir du moment où la révolution du Burkina avait commencé et il était question de chasser M. Kaboré? Comment M. Damiba fait pour gérer cette transition? Qui porte M. Mabomba à la tête de cette affaire? Pour moi, le premier volet de l'enquête doit se situer dans cette affaire-là. Il ne s'agit pas d'aller réveiller et de pouvoir faire une forme de jeter l'opprobre sur des officiers sérieux du Burkina Faso. Mais il s'agit de mener une véritable réflexion au sein de ces différents corps. Ça peut permettre de pouvoir identifier encore un certain type de connexion, déconnexion à l'intérieur de l'appareil sécuritaire du Burkina Faso en contact avec Lomé. Je continue l'histoire du président Ahidjo. À chaque fois, je fais le parallèle. Et quand le secrétaire général, M. Samuel Lebois, va se rendre à Maroua, il va être reçu par M. Maloum qui avait réussi à se trouver une villa. Il va lui dire, Monsieur le Président, je suis très embêté. Je viens de la part du président Ahidjo. Il souhaiterait que vous trouviez notre terre d'accueil.
le Cameroun ne peut pas vous offrir l'asile parce que le président Ahidjo est très impliqué dans les accords de Kano, dans la rédaction des accords de Kano. Le président Biya est chef de gouvernement, premier ministre. Premier ministre. Donc c'est une réflexion certainement auquel a pris part le président Biya comme premier ministre qui discute avec son président de la République. Et le ministre Ebois est secrétaire général de la présidence. Et le président Ahidjo est engagé dans la rédaction des accords de Kano. C'est quoi les accords de Kano? Ce sont des accords signés par les différents belligérants engagés dans la guerre civile au Tchad pour justement résoudre le problème sécuritaire et le problème politique. Donc, c'est le Marcoussis ivoirien. C'est-à-dire que les accords de Kano sont entre guillemets les accords de Marcoussis pour ramener le Tchad. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des accords qui sont négociés entre les Africains. À cette époque, le Nigeria a encore une forte diplomatie. Je crois que si je ne me trompe pas, ça doit être quelqu'un comme Cheikhou Chagari qui doit être au pouvoir, ou bien le président qui a précédé Cheikhou Chagari au pouvoir. Et le président Maloum ne comprend pas. Il dit, mais je suis un ami du président Ahidjo. Je viens au Cameroun qui est un pays frère. Je me suis retiré de la vie politique. Et le président, le ministre secrétaire général de la présidence du Cameroun va insister en lui disant que c'est pour vous sécuriser, pour que vous ne soyez pas considéré comme quelqu'un qui, à partir du Cameroun, tire les ficelles parce que vous êtes un acteur fort de l'armée du Tchad. C'était lui à l'époque qui était chef d'état-major de l'armée tchadienne quand, en fait, il est porté à la tête de la révolution, en fait, du coup d'état après l'assassinat de M. Tombalbaye. Deuxièmement, c'est pour préserver le Cameroun. Parce que l'axe diplomatique du Cameroun, porté par le président Ahidjo, dans la continuité aujourd'hui de la philosophie diplomatique du président Biya, c'est que le Cameroun ne doit jamais, au grand jamais, s'ingérer dans les affaires intérieures des pays. Voilà pourquoi chaque fois que le Cameroun se prononce sur une question géopolitique, on écoute notre pays avec beaucoup d'attention et de beaucoup de sérieux quand le président se prononce. Parce que on peut reprocher tout au président Biya, on peut reprocher tout au Cameroun, mais le Cameroun, depuis son existence, n'a jamais accueilli sur son territoire une faction rebelle qui a pu mener des actions hostiles vis-à-vis d'un pays voisin. Est-ce que le Togo peut en dire autant? Est-ce qu'aujourd'hui, l'attitude des responsables togolais, en tout point de vue, nous permettent de dire que effectivement le Togo est dans cette posture-là? Mais s'il y a 5% de doute, mais ça veut dire qu'il y a 5% de possibilités pour nous, les panafricanistes, de comprendre que le Togo n'est pas tout à fait clair dans sa posture et dans ses attitudes. C'est ça souvent le problème de mon frère Jonathan, de mon jeune frère Jonathan. C'est ça le problème de mon jeune frère Jonathan. C'est-à-dire, Jonathan a souvent questionné la sincérité des acteurs togolais. C'est-à-dire, toute la problématique de Jonathan dans l'affaire, c'est questionner la sincérité des acteurs politiques togolais et dire que vous accueillez quelqu'un, vous donnez l'asile politique. Première des choses, c'est le droit de réserve. Ça veut dire que vous êtes Camerounais ou vous allez aux États-Unis, vous avez l'asile politique. Deux choses. Non seulement, même si vous voulez vous prononcer sur les questions d'ordre politique, vous ne vous prononcez plus sur les questions d'ordre politique concernant votre pays, justement, où votre vie est menacée. On vous donne l'asile politique. Monsieur Damiba veut être un acteur politique et jouer son rôle dans les différentes crises africaines. Mais rien n'interdit à monsieur Damiba de se proposer comme médiateur dans la crise en fait au Soudan. Mais il ne peut plus de près ou de loin, à partir du moment où on a un espace confédéral, c'est-à-dire une confédération de 3 États, et le Burkina Faso y est impliqué, de près ou de loin, jamais plus au grand jamais, M. Damiba ne doit être en contact avec quoi que ce soit concernant la sécurité, la diplomatie, la vie politique, sociale de ces pays. Et le président Maloum va partir, très embêté. Vous savez où il va partir? Il prendra son asile politique à Kano. Il va décider de partir du Cameroun pour aller s'installer à Kano, au Nigeria justement, où on construisait l'architecture juridique pour amener la paix au Tchad. La morale de cette histoire, c'est laquelle? La morale de cette histoire, c'est que quand de près ou de loin, même à l'insu de ton propre gré, de ton territoire, on veut tenter de déstabiliser un État, on te déstabilisera aussi. On te déstabilisera, c'est-à-dire ça crée forcément dans ton pays aussi une forme de germe de déstabilisation. Si le Togo continue, un jour on risque ici de suivre déstabilisation au Togo. Un groupe djihadiste a décidé d'attaquer le Togo. C'est-à-dire le Togo risque de trouver malheur en chemin. Il risque d'avoir des conditions de
Déstabilisation, c'est-à-dire faire tomber le pouvoir togolais, ou tout simplement, comme par hasard, un groupe djihadiste apparaît et s'attaquer frontalement à la stabilité du Togo. Regardez en Afrique, tous les pays, de près ou de loin, qui se sont prêtés, même à l'issue de leur propre gré, à une forme de déstabilisation des pays voisins. Ces pays n'ont pas eu que du bonheur pour eux. Et c'est ça, véritablement, la pertinence et la grande sagesse de Papa Ahidjo et du président Biya, dont souvent, nous, les panafricanistes, des fois je dis, mais le président Biya, il est mou. D'ailleurs, je l'ai souvent dit ici, plus jamais un séminariste à la tête de l'État du Cameroun. Non, vraiment plus jamais. Quelqu'un qui a grandi dans les séminaires catholiques, il prie Dieu, il croit en Dieu, il prend le temps pour réfléchir, il est tempérant. Mes bandes me rappellent souvent que Bertrand, c'est un chef d'État. Il faut être justement sage, réfléchi, intelligent, pondéré pour gérer les questions politiques et géopolitiques qui engagent les États. Donc une décision mal prise dans la précipitation, peut entraîner ton pays dans la guerre. Et c'est toute cette sagesse-là dont nous, souvent, on a du mal à comprendre, puisque nous ne sommes pas les chefs d'État. Je suis sur un plateau de télévision. Le président Biya, il est un chef d'État. Mais remarquez bien, à chaque fois qu'un pays, de près ou de loin, a tenté de comploter contre le Cameroun, ce pays s'en est mordu les doigts. Ce pays s'en est mordu les doigts. Demandez aux combattants de Boko Haram aujourd'hui, eh bien, ils se résument aujourd'hui à être des voleurs des marmites de mille. Parce que M. Shekau n'existe plus. M. Shekau nous faisait une vidéo toutes les semaines, attaquant les intérêts du Cameroun, attaquant les intérêts du Tchad. Il n'existe plus, M. Shekau. Ne me demandez pas, M. Motatinda, de vous dire où il est passé. Ne me demandez pas de le chercher. Nous avons un autre, un rescapé d'un coup d'État de 1984. Son épouse ne le cherche pas, personne ne le cherche. Il n'existe plus. C'est ce qui arrive à des gens qui décident d'attaquer la stabilité d'un pays comme le Cameroun, qui n'en veut à personne, qui ne cherche nuance à personne. Alors que oui, il faut le dire que nous avons des problèmes d'ordre sociaux, nous avons de gros désaccords dans notre pays. Je suis devenu même un gros opposant à la vie sociale de notre pays et dit qu'on ne peut plus continuer comme ça, mais en même temps, il faut dire que cette vision diplomatique, dernière des choses, je chute, la position géographique de l'AES. Oh, je dis à mes amis de l'AES, vraiment, soyez... Avec quel pays? Avec le Togo? Soyez très vigilants. Non! D'accord. Avec le Maroc. Ah, d'accord. Avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Nigeria. Vous ne voyez pas des espaces géographiques où un trait peut faufiler la position. Or, ils n'ont pas accès à la mer. Et c'est pour ça que moi je dis à nos amis de l'AES, là, je vais être cynique de dire à nos amis de l'AES, ils vont comprendre mon discours, il nous faut un port sûr et fiable. Il nous faut, c'est-à-dire qu'au sein de notre AES là, il nous faut un port. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Laissez-moi être cynique, laissez-moi même être cruel, laissez-moi même être, comment je vais dire que, un va-t-en-guerre. Nous, dans l'AES là, notre AES là, il nous faut un port. Réfléchissons sur les ports. Dakar, Nouakchott, Lomé, Cotonou. C'est bon Cotonou là. Hein, Jonathan? Le port de Cotonou là est bon pour nous. Parce qu'on peut faire passer notre pétrole. Tout à fait. Comment donc faire pour que le port de Cotonou là soit pour nous? Mais écoute nos amis de l'AES. On se comprend. Il nous faut un port. Parce que quand l'AES aura son port, l'AES aura d'abord sa sécurité économique. Pour l'instant, oui, moi je dis à nos amis de l'AES, le port de Kribier là, on a déjà des hommes d'affaires, j'ai des amis au port en eau profonde de Kribi qui ont reçu une délégation des hommes d'affaires du Niger. Nous sommes extrêmement contents, nous allons sécuriser les convois du Niger. Même le Mali, le Burkina Faso peut utiliser le port en eau profonde. Mais en même temps, effectivement, il faut au sein de ce qui était appelé l'ex-CEDEAO, il nous faut un port. Il nous faut un port, effectivement, pour pouvoir avoir notre sécurité économique. C'est ça la véritable réflexion de cette affaire, c'est de dire que même quand nous vivons la déstabilisation en plein dans notre continent, les foyers de conflit sont nombreux. On parle de 11 millions de réfugiés pour la guerre au Soudan.
On a la problématique de RDC. On a le terrorisme. Le Mali, il y a quelques semaines, était attaqué. Vous avez encore des traîtres intérieurs en Afrique qui se laissent assujettir, qui décident de participer à une sous-déstabilisation. C'est-à-dire le continent est déstabilisé, ici apporte de la déstabilisation. C'est en ça qu'on peut se demander comment Dieu a conçu spécifiquement l'homme africain. Mais c'est-à-dire que vous croyez en Dieu, c'est bien, croyez en Dieu. Moi, je vous ai dit que j'ai des rapports avec Dieu, souvent compliqués. Je ne lui prête pas tous les pouvoirs que vous lui prêtez. Vous avez vos problèmes. Dieu. Le Cameroun veut gagner la CAN dans un désordre total. Dieu. Quand ils sont éliminés, ils sont contents. Le Henley. Moi, monsieur Tatina, foutez-moi la paix avec vos histoires de Henley. Mais j'explique tout simplement que, comment est-ce que l'homme africain, là, regardez les problématiques en Afrique. Et nous avons encore ce monsieur qui parle, Charlie a la solution de passer à la guillotine. Mais moi, j'ai envie de dire à Charlie que, mais est-ce que vous ne savez pas que les mamans africaines nous en mettent au monde tous les jours? Ouais, tu vas passer celui-ci à la guillotine. Mais demain, monsieur Goïta va te dire que j'ai échappé belle. Un Malien s'est livré à cette affaire. Monsieur Tiani parle tout le temps. Il vous donne des noms. Il est sérieux quand il communique. Il donne les noms. Il donne les faits. Il donne les connexions. Il donne les territoires. Il donne les lieux. Monsieur Tiani, chaque fois qu'il communique, il le porte à la face du monde. Il donne les références. Mais des acteurs dont cite monsieur Tiani, nous avons beaucoup d'impérialistes. Mais nous avons les Africains. Fabrice, vraiment, souffle que je te pose pour une fois dans ma vie une question. Comment toi, homme de foi, homme de Dieu, homme de principe, garçon sérieux, je te connais depuis bientôt 10 ans, comment tu l'expliques spirituellement? Comment on a conçu l'homme africain? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour nous? Il y a une onction, une huile d'onction? Comment on fait? On prie? Comment on peut le faire? C'est un véritable problème. La peine de mort n'arrive pas, comme on dit, à régler les problèmes en Afrique. Nous avons cette problématique-là. Est-ce que c'est le rapport avec le matériel? Est-ce que c'est l'héritage de la colonisation? Est-ce que c'est l'héritage, c'est-à-dire que d'un double crime, d'un viol spirituel, d'un viol intellectuel, d'un viol culturel? Est-ce que c'est cet héritage, c'est-à-dire de viol en viol, qui a produit, en fait, qui fait en sorte que il faudra attendre 5, 6, 7 générations pour qu'on prenne conscience? Mais regardez les faits. Regardez la question du Venezuela. Vous en avez les Camerounais, quand il y a eu l'affaire de Maduro, passant aux télévisions et dit, monsieur Trump, venez prendre le président Biya. Mais moi, j'ai failli pleurer. Venez. C'est-à-dire que des Camerounais, des accords avec le président Biya, je suis le premier aujourd'hui. C'est notre patriarche président. Je le soutiens, mais je suis en désaccord avec lui. Mais vous avez des Camerounais, une fois qu'il s'est produit, cet événement au Venezuela, qui humilie tout souverainiste, tout nationaliste, on sait ça. Je me suis senti plus humilié qu'un Vénézuélien. Mais vous avez des Camerounais, il faut venir chercher M. Biya. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il se dit que si on vient chercher M. Biya, l'acteur politique qu'il soutient va arriver au pouvoir. Et lui, une fois que son acteur ou son parent sera au pouvoir, lui sera bien parce que son parent est au pouvoir. Et lui va devenir un homme, entre guillemets, aussi de pouvoir. Il aura des avantages et des privilèges. Question. Quels sont ces rapports que nous avons avec avantages et privilèges? Pourquoi l'Africain, comment l'Africain se positionne par rapport à un avantage et un privilège? Nous sommes le seul continent au monde à pouvoir questionner cette affaire. Quand il s'agit des intérêts vitaux de notre continent, on a comme l'impression que des Africains n'arrivent pas à se départir de ce qu'on appelle avantages et privilèges quand il s'agit des intérêts vitaux en quelque sorte du continent. Comment on règle ça? Charlie, la peine de mort, tu en auras toujours une Africaine qui va te mettre au monde, un Africain qui lui a des rapports avec avantages en quelque sorte et bien matériels. Comment on guérit de cette affaire-là? Le panafricanisme, l'école du panafricanisme, l'idéologie panafricaniste, la vision politique panafricaniste. C'est pour ça que nous disons, dans les maisons, tous ceux qui sont sur le chat, vous êtes là, oui, monsieur Tatina, quand je parle du football, ils ne sont plus d'accord avec moi. Oh, monsieur Tatina, la France t'a acheté. Tu as quoi avec Samuel Eto'o? Oh, vraiment, monsieur, on ne pas d'accord. Ah, oh, monsieur Tatina, laisse le couloir là. Et toi, pas le football. Peut-être vous ne me connaissez pas dans l'analyse de football. Hein. Vous ne me connaissez pas dans l'analyse de football. Eh non, ils sont pas contents. Ils sont fâchés. Ils sont... Nous sommes une spécificité. Une curiosité. Or,
tous ceux qui sont dans le chat là, après une émission comme celle-ci, rentrent après le chat, c'est d'expliquer les fondamentaux de l'amour pour l'Afrique, du besoin de servir l'Afrique, du refus de trahir notre continent, quelles que soient les difficultés de notre continent. Nous sommes le seul continent où un Africain, quand il est parti de ce continent, il est chez les autres, il mange du riz parfumé, il boit un piétrus, et bien il estime effectivement que, oh, mon continent, il est jeu. Regardez comment une partie de la diaspora se prononce sur les problématiques et juge même l'Afrique. Une autre partie sans, un peu soit-il, s'attarder sur l'histoire, le parcours, les difficultés du continent. Il compte sur toi, Fabrice, dans ton combat panafricaniste, sur tous les autres. Une fois que ça ira bien, oui, l'Afrique va s'imposer et que l'Afrique va devenir un véritable enjeu. Les souverainetés vont en quelque sorte davantage gagner le continent. Et bien, il va revenir avec son jeune costume de jeune Africain, d'origine africaine, mais de nationalité américaine. Nous sommes un problème. Nos rapports face au pouvoir, nos rapports face aux privilèges, nos rapports face aux avantages, nos rapports en quelque sorte face aux biens matériels, les rapports que nous avons face à notre mère patrie qui est l'Afrique, face à notre mère patrie qui est l'Afrique. C'est en ça que le panafricanisme, il n'y a pas de remède, mais 50 000 peines de mort, égorge-les tous les jours. Tu auras chaque jour, au Cameroun, on parle de 50 000 naissances. Dans les 50 000 naissances, tu auras au moins 10 bébés traîtres. C'est-à-dire, ils sont bébés d'un jour. C'est déjà des bébés traîtres. C'est-à-dire que tu leur donneras un petit bien matériel, en quelque sorte, ils vont réagir par rapport à ça. Oui, mon frère Charlie.